Le premier ministre Mark Carney affirme que le Canada ne fera pas de nouvelles concessions aux États-Unis avant le lancement officiel des négociations sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le premier ministre réagissait à un reportage de Radio-Canada selon lequel Washington imposerait une sorte de droit d'entrée aux discussions commerciales en exigeant des concessions avant même le début des négociations. Devant les journalistes, Mark Carney a assuré que Washington ne dictera pas les règles du jeu, même s'il tente de le faire. C'est toujours le cas dans une négociation. Des gens demandent des concessions, mais avant même il faut avoir une approche globale. Et nous avons une approche globale. On a du temps, on a du force, on a des options. On bâtit un Canada fort et on diversifie nos options. Cela survient au lendemain du lancement par le premier ministre d'un nouveau comité consultatif sur les relations économiques canado-américaines. Et pour en discuter, je reçois l'une de ses membres, Valérie Beaudoin, chercheuse associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Madame Beaudoin, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors d'abord, votre réaction à cette demande de Washington, qu'est-ce que ça vous dit sur leur approche dans ces négociations avec le Canada? Bien, c'est certain que moi, je suis une experte en politique américaine, alors je vais répondre avec la loupe américaine et pas la loupe canadienne pour ça. Mais cette demande, si elle est là, si elle existe, elle est très crédible hein, parce que c'est une approche qui ressemble à ce que Donald Trump fait normalement, c'est-à-dire de vouloir toujours gagner, d'avoir quelque chose qu'on lui remet, qu'on lui donne. Et là, j'ai l'air de parler de quelque chose de tangible, là, mais ça peut être vraiment une promesse, une concession pour avoir l'air de gagner. Là, je ne suis pas psychologue, mais pour étudier Donald Trump depuis déjà plusieurs années. Et vraiment, il y a ce côté très homme d'affaires, on le sait, hein, sa façon transactionnelle de faire les relations internationales. Eh bien, c'est la même chose avec ça, c'est la même chose même avec l'Iran ou plein d'autres dossiers, de toujours avoir le dessus sur un adversaire. Et dans ce cas-ci, l'adversaire, entre guillemets, dans les négociations, c'est le Canada. Alors, il a toujours voulu en avoir plus, même si on rappelle quand même que c'est lui qui a renégocié l'accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis en disant que c'est un excellent accord lors de son premier mandat, mais là, on voit qu'il a vraiment changé de ton là, pour le deuxième. Aujourd'hui, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a parlé d'un écart entre les visions commerciales des deux pays. Il semble critiquer le fait que le Canada cherche à multiplier ses ententes commerciales. Il a dit, et je vais le citer, « Il mise davantage sur la mondialisation alors que nous tentons d'en corriger les effets », en ajoutant que ce sont deux modèles qui s'accordent mal, selon lui. Comment est-ce que vous interprétez ces propos dans ce contexte? Bien, c'est certain qu'ils veulent garder, comme je le disais, leur rapport de force. Il y a une frustration et ça, Donald Trump l'a dit, des gens de son administration aussi. Du fait, par exemple, le Canada va négocier avec la Chine, avec des partenaires européens, avec, par exemple, la Corée du Sud dans d'autres dossiers, etc., etc. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on va aller justement aller chercher, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, l'aide de Pékin quand ça peut être un partenaire commercial qui est problématique aux États-Unis, même avec qui le Canada a eu, disons, certains conflits commerciaux ou autres ou diplomatiques dans les dernières années. Mais en même temps, les États-Unis ont poussé tous les pays, pas juste le Canada, vraiment à développer d'autres marchés. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui a poussé les autres à aller dans cette direction-là, ce sont les Américains, l'administration actuelle, l'administration de Donald Trump, en imposant ces tarifs-là, pas juste au Canada, on le rappelle, mais vraiment à l'entièreté de la planète. Là, c'est vrai qu'il y a des tarifs qui ont beaucoup diminué pour plusieurs pays en raison d'une décision de la Cour suprême. Mais si le Canada ne diversifie pas ses marchés, même chose pour, par exemple, le Mexique ou des pays européens, eh bien, ils ne peuvent pas garder seulement une dépendance ou un besoin de faire le commerce avec uniquement les États-Unis ou d'en faire profiter les Américains. On s'entend que c'est chacun qui pense aussi à soi. C'est la façon de faire des Américains. America First, on pense à soi en premier. Mais c'est un petit peu la même chose pour le Canada qui doit tirer son épingle du jeu et trouver vraiment le meilleur, on va utiliser l'expression de Trump, deal pour pouvoir aider son économie. Justement, si chacun pense de soi, quelles sont selon vous les concessions principales que Washington aimerait voir de la part du Canada, qu'il souhaite obtenir du Canada?
Mais c'est certain, il l'a dit, Donald Trump, à maintes et maintes reprises, dans toute la question de la gestion de l'offre, pardon, donc l'industrie laitière, les œufs, ça c'est quelque chose. Il en a parlé à plusieurs reprises. Alors, c'est certain que ça risque d'être au cœur des discussions. Et là, je ne suis pas du tout comment dire, je n'ai pas d'informations privilégiées. Là. Je n'ai même pas encore commencé à siéger au comité. Je veux le dire par transparence. C'est vraiment juste mon intuition à moi, qu'il y aura bien sûr peut-être un petit peu plus de difficultés dans les négociations quand ça touche la gestion de l'offre. Le secteur automobile, malgré les tarifs qui ont été imposés, Donald Trump veut s'assurer que les voitures soient faites presque à 100 aux États-Unis, ou même, je dis presque, je me trouve généreuse, là, à 100 en territoire américain, même si on sait là, que les marchés sont interreliés dans la production de pièces automobiles, de voitures avec le Mexique, le Canada et les États-Unis depuis plusieurs années déjà. Alors ça fait partie aussi des différentes concessions que Donald Trump veut avoir. Et il y a aussi un point assez intéressant, on dirait que ça, on a piqué un peu l'administration Trump. Il y a Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, qui justement a parlé du Canada, je pense un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il critiquait bon, le fait qu'on n'achetait plus l'alcool américain. Alors, on voit qu'il y a certaines façons de faire, la baisse du tourisme. Ça, il y a quand même des effets qui se font sentir aux États-Unis. Alors, peut-être que ça aussi, je pense pas que ça va être dans la négociation, mais justement, c'est un point en ce moment qui dérange du côté américain, particulièrement celui de ne plus acheter de produits américains, dont l'alcool, c'est une mesure qui risque d'être discutée de façon générale aussi. Oui, on sait que ça a frustré plusieurs au sein de l'administration américaine. Le premier ministre Carney a affirmé aujourd'hui que le Canada dispose lui-même de leviers dans ces négociations. Quels sont-ils précisément? Mais on a plein de leviers au Canada. Là. On a quand même une industrie, je veux dire, on peut se vanter d'avoir une très bonne industrie au niveau, je parlais de l'automobile, mais des technologies, hein, juste toute la technologie qu'on peut développer ici au Canada, les minéraux critiques, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais on le voit, Donald Trump qui cherche toujours à avoir des ententes pour les minéraux critiques, pour justement compétitionner face à la Chine. Alors, il faut trouver aussi notre hydroélectricité, notre électricité en général. C'est déjà quelque chose avec on a déjà cette monnaie d'échange qui existe entre les deux pays. Donc, on a quand même plusieurs éléments intéressants. Il y a toute la question de l'Arctique aussi, bien sûr, de la défense. Alors, le Canada, les États-Unis ont quand même besoin du Canada jusqu'à un certain point et besoin de cette collaboration. Oui, on le sait, il y a eu des menaces du 51e État et tout ça là, qui ont été faites, mais ça reste quand même une rhétorique à la Trump. Mais dans la réalité, on a besoin des Canadiens, peut-être pas autant que les Canadiens ont besoin, par contre, des Américains. Du côté américain, on laisse souvent entendre que le Canada, on dirait, n'arrive pas à la table de façon suffisamment engagée. Est-ce que c'est une stratégie quand même payante pour Ottawa à ce stade-ci de jouer l'horloge? Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que c'est au-delà, je pense, de mes compétences au niveau de la négociation. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on est tellement dans une ère d'incertitude avec Donald Trump qui change d'idée à chaque jour, beaucoup d'impulsivité. On se souvient très bien lorsque Doug Ford avait mis cette publicité avec la voix de Ronald Reagan, on a décidé d'arrêter complètement les négociations. Alors, si on arrive toujours bien prêt à la table des négociations, je pense que c'est quand même important d'arriver prêt. Mais après ça, le lendemain, on peut déchirer l'accord de principe. Il y a eu des ententes qui ont été faites, on se souvient, les poignées de main qui ont été échangées à la Maison-Blanche lors des premières visites de Mark Carney. On disait oui, on va avoir une entente très bientôt quand il y a eu l'idée 7. Alors, il y a eu plusieurs progrès qui ont été faits pour qu'après, on dise finalement, ben, pour une raison X, Y ou Z, ça ne fonctionne plus avec le Canada. Alors, je ne voudrais pas être dans les souliers de la personne qui a négocié directement avec cette administration parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, dans toutes les décisions, même en politique étrangère, pas juste en matière économique, il y a beaucoup parfois, je veux dire, d'improvisation et aussi de rebondissements là, qui ne sont pas prévus puis qui ne peuvent pas être prévus, honnêtement, par bien des gens. Je mentionnais, vous avez été nommé à ce comité consultatif sur les relations économiques canado-américaines. Votre première réunion est prévue pour lundi. Vous vous attendez à quoi en termes de cette première réunion? Ben, j'ai hâte de savoir vraiment comment tout ça va fonctionner, comment on va avoir des discussions. On est quand même 24 personnes autour de la table. Moi, bien sûr, j'ai un rôle peut-être un peu différent des autres personnes qui sont là. Il y a des gens du milieu syndical, du milieu patronal, des anciens politiciens. Moi, je viens du côté avec l'expertise américaine. Mais comment tous ces gens-là vont justement pouvoir mettre sur la table des éléments très importants pour les Canadiens en général, pour que ce soit autant d'ouest en est, là, alors ou d'est en ouest, peu importe comment on veut le dire, mais que ça touche tout le monde au pays.
Quand je parlais des syndicats, mais ils n'auront peut-être pas la même vision, justement, que certains dirigeants de compagnies qui vont être autour de la table. Alors, ça va vraiment être un mélange d'idées très, très intéressant, très stimulant, je suis certaine, pour vraiment faire le mieux et essayer d'outiller, d'aider du mieux qu'on peut le gouvernement actuel pour le bien du pays. De toute façon, c'est pas nous qui prenons les décisions à la toute fin. On va vraiment avoir un rôle de conseil, mais qui sera encore plus défini le lundi prochain, assurément. Oui, comme vous le mentionnez, tout un travail de conciliation qui reste à faire. Valérie Beaudoin, membre du comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.